Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous accueillir avec donc Ludovic Martin pour cette pause travail. Ludovic, qui se présentera plus amplement tout à l'heure, est consultant donc à LMAE, il est aussi formateur et berger aussi à ses heures perdues. Et pour ma part, je travaille à l'Institut de l'élevage et je co-anime avec la Chambre d'agriculture de Bretagne et l'INRAE le réseau mixte technologique, donc le RMT, Travail et Renouvellement des Actifs. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les premiers résultats d'un stage conduit dans le cadre du projet Amber. Et cette intervention, donc, on va la structurer en trois parties. La première, donc, sur le cadre de l'étude et la méthodologie. La deuxième partie, on décrira l'échantillon. Et la troisième, donc, portera sur l'analyse de trois problématiques rencontrées par les bergers de notre échantillon. Hop. Alors, le projet Amber est un projet donc Casdar Connaissance qui a pour objet d'accompagner les transformations des métiers de berger et Plus vacher. d'espace ici. Pardon? Merci de couper vos micros. Ah, alors des métiers donc de berger et vacher au croisement des enjeux techniques, économiques, environnementaux et sociaux, comme par exemple l'entretien des espaces et de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, la prévention des incendies, la cohabitation avec la faune sauvage ou encore le partage des espaces pastoraux avec d'autres usagers, ou bien même les difficultés de pérennisation et de fidélisation des postes de bergers salariés dans les estives. Et le projet, donc, il a été élaboré un appui au PSVT, c'est-à-dire au plan de sauvegarde et de valorisation de la transhumance. Et lui-même, ce PSVT donc, est adossé à la démarche d'inscription de la transhumance à l'UNESCO, donc au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, ce projet, il s'articule autour de trois actions techniques. Les deux premières, elles concernent la formation via l'explicitation des savoir-faire des métiers de berger et l'enrichissement et l'harmonisation des dispositifs de formation. Et la troisième, qui nous concerne, elle vise à documenter donc la diversité des pratiques et les voies d'amélioration des conditions d'exercice du travail des bergers et des vachers, donc à estive. Et c'est sur ce dernier volet que se situe l'action 3.4 que nous allons vous présenter. Alors cette action, eh bien, elle a trait au travail des bergers, des bergères, des vachers, de troupeaux transhumants, qu'ils soient salariés d'un groupement pastoral par exemple, ou d'une coopérative, ou qu'ils soient éleveurs, qui gardent leurs troupeaux et ceux des autres éleveurs en estime. Et cette action, elle vise à répondre à des questions de comment les bergers et les vachers des troupeaux transhumants vivent-ils leur métier, quelles difficultés ils rencontrent et quels leviers d'action ils mettent ou non en place, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et pour cela, dans le cadre d'un stage de césure, nous avons cherché à identifier en fait les diverses problématiques qui étaient plutôt complexes à gérer et qui sont issues de situations de travail. Et puis, nous avons cherché à déterminer quels étaient les leviers donc mobilisés lorsque les bergers ou les vachers et vachères rencontrent des obstacles ou les raisons qui les empêchent de résoudre ces problèmes. Alors, en termes de méthodologie, nous avons réalisé 21 enquêtes semi-directives dans 4 massifs, que sont les massifs des Alpes du Sud, des Alpes du Nord, des Pyrénées et du Massif central. Et puis, les entretiens étaient évidemment enregistrés. Nous avons réalisé les enquêtes en estive, durant la saison, en août et septembre 2025. Et le choix des enquêtes, en fait, avait pour objet, enfin, le choix des estives avait pour objet, en s'appuyant à la fois sur des partenaires locaux ou sur des connaissances personnelles, de documenter donc une diversité de cas. On a cherché la diversité. Et je crois que ce mot diversité, ce sera le mot que l'on prononcera le plus tout au long de notre présentation. Alors, le guide d'entretien, lui, comportait 4 séquences avec, assez classiquement, bien sûr, la présentation de la personne interviewée, son parcours professionnel et de formation, et puis également la description de l'estive et la description de son travail tout au long de la période d'estive. Et c'est à partir de ces deux volets, donc, de l'entretien qu'ont émergé les difficultés, mais aussi les réussites, il n'y avait pas que des difficultés, bien évidemment, auxquelles sont confrontés les bergers et bergères, ainsi que les solutions qu'ils mettaient en œuvre pour les résoudre, les contourner
s'en accommoder et dans certains cas, les bergers n'ont pas trouvé de levier satisfaisant. Et l'originalité de l'enquête, en fait, résidait donc dans le fait que nous, on n'est pas rentré sur les problématiques en direct, mais sur le travail réalisé. Et donc, ces problématiques, elles sont issues de ce qu'ils nous ont raconté de leur travail. Et enfin, un dernier volet a concerné les représentations des réseaux, tant professionnels qu'associatifs ou personnels. Donc, je passe à la deuxième partie de cette présentation, qui est le moment de la description de l'échantillon. Simplement, je vous rappelle ici les 4 massifs dans lesquels nous avons réalisé nos enquêtes. Et vous dire aussi que les systèmes que nous avons enquêtés sont surtout des systèmes viande, avec 18 estives sur les 21 qui sont en production de viande, et les systèmes ovins qui dominent, avec 13 estives sur les 21 qui sont en ovin, seulement 8 en bovin, ou seulement, ou déjà c'est pas mal d'avoir 8 estives bovines. Alors sur les estives ovin-viande, les troupeaux des 11 estives ovin-viande, enfin, sont composés de 860 brebis en moyenne, qui vont de moins de 300 brebis à plus de 2300. La durée de des estives ovines, elle est plutôt autour de 3 mois et demi, et les 6 troupeaux de moins de 500 brebis sont gardés donc par 4 femmes et 2 hommes, et les 5 troupeaux de plus de 900 brebis sont gardés par 2 femmes et 3 hommes. Et l'âge moyen des enquêtés est de 39 ans, pour une expérience moyenne de 10 ans, et nous pouvons déjà voir ici que notre échantillon comporte davantage de seniors avec de l'expérience que dans la réalité du terrain. Alors, maintenant pour les 7 estives bovins-viande, de la même façon qu'en ovin-viande, eh bien, une grande diversité, bien évidemment, de taille, de troupeaux. Les estives bovines sont un peu plus longues que les ovines, avec environ 4 mois et demi, une durée de 4 mois et demi en moyenne. Et on peut noter que seulement 2 vachères pour 5 vachers ont été enquêtés, et que l'âge moyen est encore supérieur. L'âge moyen et l'expérience moyenne des bergers ou des vachers dans ces estives-là sont bien supérieurs à ceux à nos vins viandes, avec 48 ans d'âge moyen et 20 ans d'expérience. Alors, nos bergers et bergères sont essentiellement des salariés. Nous avons essentiellement enquêté donc des salariés, ils sont 18 sur les 21 à être sous ce statut, et nous observons une grande diversité d'âge parmi nos enquêtés. À noter qu'il y a assez peu de jeunes de moins de 35 ans, puisque nous avons enquêté seulement 4 jeunes de moins de 35 ans. Alors, l'expérience de nos bergers bergères sont très variables, hein, avec 8 personnes ayant moins de 5 ans d'expérience et 5 plus de 20 ans, avec tout l'étalement possible. Et le deuxième graphique, il montre donc que si le métier de berger est souvent démarré jeune, hein, avec 9 interviewés qui sont rentrés dans dans le métier à moins de 25 ans, il est aussi la cible de reconversion. On a des gens qui s'installent à plus de 35 ans également. Vous voyez toujours... Oui, mais on est plus sur ton diaporama. Ah ben, on voit plus. On a perdu le partage. Vous avez perdu le partage, donc je repartage. Pardonnez-moi, voilà. C'est bon. C'est bon ici. Hop. Alors, concernant les configurations de postes, on a une majorité des personnes de notre échantillon qui gardent seules sur leur estive, mais nous avons aussi enquêté 7 estives en double poste, avec soit 2 bergers, bergères, soit un berger et un aide-berger, puis on a un éleveur, donc en association avec notre éleveur, et on peut noter que les doubles postes concernent les plus jeunes et les moins expérimentés, alors que les simples postes concernent plutôt des bergers, bergères ou vachers, vachères qui sont plus âgés, plus expérimentés, avec des moyennes d'âge de 46 ans et de 16 ans, plus de 16 ans d'expérience. Voilà. Et enfin, je voulais faire un petit zoom sur les bergères. Ce petit zoom, il ne fait que confirmer ce qui a été dit précédemment, hein. Nous avons enquêté 8 femmes pour 13 hommes dans notre échantillon. Les bergères sont en moyenne moins âgées que les hommes, 38 ans comme 45 ans, mais dans notre petit échantillon, hein. Et elles ont moins d'expérience et commencent un peu plus tard en moyenne, à 32 ans plutôt que 27, voilà, que les hommes, et elles sont un peu moins concernées par les
postes, les monopostes, les postes seuls, quoi, que les hommes, et moins présentes que les hommes dans les estives bovines. Et donc maintenant, je vais vous présenter donc eh bien, les problématiques que nous souhaitions vous partager. Hop, je passe à la diapositive suivante. Alors donc à partir de nos enquêtes, nous avons identifié quelques situations à problème pour nos bergers et nos bergères dans divers domaines. Et nous avons choisi de vous en partager 3. Si on a le temps, on vous en partagera 4. Mais bon, pour l'instant, on s'est centré sur 3. Une donc sur les relations avec les employeurs, les éleveurs, mais aussi les salariés en estive, les doubles postes. Une sur la gestion de la santé des animaux et une dernière sur la cohabitation avec les autres usagers du territoire. Moi, je vais vous parler des relations avec les employeurs, les éleveurs et les autres salariés. Et puis Ludovic vous présentera les 2 autres situations. Alors, la première chose à noter est que tout au long des enquêtes, nous avons observé une certaine confusion entre le rôle de qui est employeur et finalement, est-ce que les éleveurs sont des employeurs? Est-ce que, enfin, voilà, on a noté qu'il y avait vraiment une confusion pour les bergers salariés sur ces questions-là. En fait, l'employeur, ben, c'est en général le président du groupement pastoral, mais ça peut être aussi un directeur d'estive, ça peut être aussi ben, une mairie hein, qui est employeuse, par exemple, et les éleveurs qui apportent leurs troupeaux ne sont pas les employeurs du berger salarié. Or, dans la plupart des cas, nous, dans les exploitations que nous avons enquêtées, bon, ce sont quand même les bergers et bergères salariés qui sont chargés des relations fonctionnelles avec les éleveurs. C'est-à-dire que ce sont eux ben, qui appellent l'éleveur quand, par exemple, il y a un animal malade, un animal blessé ou qui a mis bas. Et quelquefois, ils s'adressent donc à l'éleveur un peu comme s'ils étaient, comme si cet éleveur était leur employeur. Et quand les relations avec les éleveurs sont conflictuelles, ben, on s'attendrait à ce que ce soit l'employeur réellement qui prenne le relais du salarié pour faire respecter les obligations des éleveurs, sur le fait par exemple qu'il ne faut pas qu'il y ait de mise bas en estive, pas d'animaux en mauvais état. Et souvent, ben, il n'en est rien. Et donc, ce sont les salariés qui sont en prise directe avec les éleveurs. Et quand ça se passe mal, ben, ce sont eux qui sont réellement en face à face avec l'éleveur. Et cette fonction donc d'apaisement des relations entre le berger salarié et l'éleveur, hein, quand il y a un problème, hein, euh, eh bien, sont souvent en plus sont rares et sont difficiles à interpréter parce que le le règlement intérieur ou j'allais dire la charte de fonctionnement de l'estive, quand elle existe, hein, ça n'existe pas toujours, ben, sont souvent difficiles à interpréter. Mais ce que l'on note dans le deuxième point, c'est quand même que globalement, par rapport aux estives que nous avons enquêtées, aux bergers salariés que nous avons enquêtés, c'est que globalement dans notre échantillon, ben, les choses ne se passent pas si mal que ça du tout, puisque sur les 18 salariés de l'échantillon, 12 s'expriment plutôt de façon très positive sur ces questions de relations avec les employeurs et les éleveurs. Et nous faisons constat que ces visions positives, elles concernent plutôt les salariés assez expérimentés, puisqu'ils ont 15 ans d'expérience par rapport, plutôt en moyenne 15 ans d'expérience, plutôt par rapport à ceux qui ont une vision négative, avec seulement 8 ans d'expérience, et que ceux qui s'expriment positivement, en tout cas, sont pas en double poste. Ceux qui sont en double poste ont plutôt des visions positives, donc des relations avec les employeurs et les éleveurs. Alors, quand ça se passe bien, c'est généralement parce que l'employeur, bah, il a développé de la confiance par rapport à son salarié, qui sait montrer qu'il reconnaît son travail. Parce que peut-être qu'une fois il reconnaît son travail, mais il ne le montre pas. Et aussi parce que ces employeurs, ils sont investis, ils sont réactifs, ils sont compétents, bref, parce que le salarié, il peut compter sur eux en gros. Hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Et le top, c'est lorsque l'employeur, en plus, il peut se faire le relais auprès des éleveurs quand il y a un souci. Et donc le premier verbatim qui est présenté ici, eh bien, il parle de la reconnaissance de la compétence du salarié par les éleveurs et pas par l'employeur, hein, bien par les éleveurs. Ça, c'est important aussi, c'est que l'employeur reconnaisse le travail, mais les éleveurs pour lesquels on travaille aussi montrent
de la reconnaissance. Le second, il parle de la négociation d'un double poste pour une bergère. Et le troisième, donc, il concerne un salarié en simple poste sur une estive bovine que son directeur vient aider quand il a besoin. Alors, si j'ai besoin, le directeur viendra. Après, j'arrive à faire tout seul. Mais après, comme là, ce printemps, au niveau du corral, on a mis une porte de contention au bout du couloir, il fallait être deux, hein. C'était prévu qu'il vienne parce que c'est lui qui s'était occupé de la poste et tout, de la porte et tout, et il sait que des fois, je peux pas faire tout seul. Pouvoir compter sur son employeur dans des situations délicates, c'est primordial pour un travail serein et aussi pour rompre l'isolement. Alors, quelquefois, ça se passe moins bien aussi, hein, ça se passe pas toujours bien. À l'inverse, quand ça se passe moins bien, c'est que les difficultés commencent lorsqu'il n'y a pas de réponse aux demandes et aux besoins des bergers ou des bâchers, qu'il y a une mauvaise communication jusqu'à l'affichage, ce qui est très rare, on a eu un cas, du mépris de certains salariés. Et ça, c'est amplifié lorsque les salariés sont impuissants donc à se faire entendre. Alors le premier verbatim, lui, il relate comment un berger a dû batailler pour obtenir une douche sur son estive. Ça paraît rien, ça paraît évident une douche, mais dans les estives, pas forcément. Le second, il décrit comment, même lorsque des instances de dialogue sont prévues, hein, et sont organisées, elles peuvent rester sans effet. À la fin de l'estive, il y a une réunion qui se fait après pour finaliser l'estive. Et là, on nous dit qu'il ne faut pas. Et là, nous, on explique qu'il ne faut pas qu'il y ait des bêtes qui boitent ou qui soient pleines, mais chaque année, il y a toujours quelqu'un qui casse la règle. C'est très bien écouté, mais il n'y a pas d'effet. Et en fait, il ne suffit pas d'inviter le berger ou la bergère à la réunion, hein, de fin d'estive. Encore faut-il réellement mettre en place les actions derrière pour que tout ça s'améliore. Et en fait, le dernier verbatim, lui, fait référence à une situation de misogynie à laquelle peuvent être confrontées les femmes et pour laquelle c'était le cas dans notre échantillon. Alors les leviers qui sont mis en place. Alors la première chose, c'est de bien négocier les cibles avant embauche. Alors je l'essaie d'aller visiter avant d'y aller. Parce que parfois on se rend compte de choses. Si l'éleveur il ne monte pas son troupeau, voilà, c'est déjà pas bon signe. Puis si on voit que la cabane, on nous dit bon écoutez, les toilettes on n'en a pas besoin, on n'a qu'à trouver la nature, ça va, on a compris aussi. Donc rencontrer l'employeur, visiter l'estive en amont est primordial si on veut éviter les déconvenues ensuite sur place. Le deuxième verbatim lui parle des recours à des tiers ou à des organisations collectives pour se faire entendre, hein. C'est le cas de notre éleveur, de notre salarié dans la diapositive précédente qui souhaitait avoir une douche et qui a fini par en obtenir une. Et puis s'autonomiser, organiser son travail au mieux dans l'estive quand l'employeur il est absent et il ne répond pas aux demandes. Organiser au mieux son travail, ça représente une forme d'accommodation au problème. Et enfin, en dernier lieu, le retrait, comme arrêter l'estive plus tôt que prévu, est un moyen de se sortir d'une situation qui est devenue trop difficile pour être gérée. Enfin, d'habitude, on descend plus tard. J'avais plus trop l'énergie et puis je me suis du coup un peu fritée, ce qui fait que j'étais allez, je descends, hein, en fait, hein. Et on est descendu parce que j'en avais marre de couper mon bois, parce que j'avais plus de croquettes pour le chien. Et en fait, on se rend compte dans les leviers que je présente ici que ils ne sont pas tous au même niveau. C'est-à-dire que les premiers, ils sont plutôt centrés sur la prévention d'une mauvaise situation, hein, pour éviter la situation. Voilà, c'est ça, éviter une mauvaise situation. Après, ce sont des leviers curatifs. Il y a le problème, hein, pour répondre à une situation déjà dégradée. Et puis le deuxième, c'est finalement un pis-aller lorsqu'il n'y a plus réellement de solution. Et puis pour terminer, je voulais parler des relations plutôt entre collègues quand on est en double poste. Eh bien, les doubles postes, le travail en double poste, il est en général vécu comme un dispositif qui améliore indéniablement les conditions d'exercice du travail pour réduire la fatigue physique, par exemple, ou pour accroître la flexibilité temporelle, notamment en ovin-viande, hein, là où la garde, elle sature un peu les journées de travail, quoi. En fait, le salarié qui dit en fait moi je garde 4 jours et l'aide bergère elle garde 3 jours. Mais après c'est pas forcément 4 jours d'affilée. Après c'est un peu comme on s'organise entre nous. Effectivement ça change tout le travail puisque il existe des alternances quand on est deux à la semaine, à la journée, enfin bref sur plusieurs semaines quelquefois. Et enfin, le double poste, ça permet aussi d'échanger au quotidien sur la conduite, le soin des animaux, les inquiétudes et de partager les responsabilités.
et d'être avec quelqu'un d'expérimenté avec qui on n'a pas de crainte de est-ce qu'il va savoir faire, pas savoir faire. On partage plus facilement la responsabilité. Oui, c'est vraiment très reposant. Et puis de partager un peu le stress et la charge, c'est surtout ça aussi, de la responsabilité qui peut être lourde dans certains cas. Et puis, d'être à deux, ça permet de rompre l'isolement ou de trop solliciter les éleveurs, notamment lors des chantiers de soins ou d'entretien des équipements pastoraux. Et enfin, si le double poste, c'est un dispositif quand même très confortable, c'est un dispositif qui est très confortable sous réserve que les conditions matérielles, notamment le logement, puissent assurer une cohabitation agréable, sinon c'est compliqué. Le double poste peut aussi devenir compliqué lorsque on s'entend pas bien, lorsque le rythme de travail ou le sens qu'on donne à son travail est différent entre les deux bergers. Et c'est aussi le cas lorsque l'un des deux bergers n'a pas la même capacité physique, par exemple, que l'autre, obligeant à des compensations. Ma bergère, physiquement, elle n'y arrivait pas, en fait. C'est moi qui compensais le fait qu'elle ne tienne pas le fil, quoi. Et donc là, ça peut être aussi difficile. Et puis, il ne faut pas négliger le temps et l'énergie nécessaires à la transmission des gestes métiers lorsque l'autre est nouveau, en fait, dans le métier. Et où ça peut l'être aussi usant. Et la question qu'on peut se poser dans ce cadre-là aussi, c'est qu'un berger est-il formé? Sait-il en fait transmettre ses connaissances et ses savoir-faire? Ça aussi, c'est une question qui n'est pas posée lorsque on passe sur un double poste. Et là, je vais laisser la parole donc à Ludovic, qui va donc nous présenter la problématique des soins vétérinaires et de la gestion sanitaire en estive. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais un peu continuer dans la lancée de Sophie à présenter deux autres situations pour en poser des problèmes dans le travail. Donc là, la première qu'on souhaitait aussi, la seconde qu'on souhaitait vous présenter aussi, c'était celle en lien qui est revenue très régulièrement sur les soins vétérinaires et plus globalement la gestion sanitaire en estive. Donc en fait, cette situation qui est souvent une bonne grosse partie du travail des bergers, bergères et vachers, vachères en estive. En fait, elle peut être souvent perçue assez positivement, que ce soit sur des systèmes vaches ou des systèmes brebis. Et donc en fait, le fait qu'elle soit perçue positivement, ça va beaucoup dépendre de la possibilité de pouvoir mettre en œuvre des actions qui sont cohérentes avec les impératifs techniques, mais aussi éthiques. Que les bêtes soient bien, qu'on puisse prendre en charge les soins, soulager leurs souffrances, etc. Et ça passe par la capacité à organiser, à dimensionner dans le temps, sur le lieu et sur la quantité d'animaux à traiter, les chantiers de soins. Ça dépend aussi de la capacité d'avoir accès à du matériel adapté, donc que ce soit la trousse à pharmacie et le matériel de soins, ou encore les barrières de contention hein, pour maintenir les animaux dans un parc. Ça va être aussi la prise en charge de certains enjeux sanitaires par les éleveurs et les éleveuses qui mettent leurs bêtes en estive, que ce soit en amont de l'estive ou pendant, parce que autant il y a des soins qui peuvent être gérés en estive, autant l'estive en elle-même présente aussi des limites. Les pâtres aussi ont leurs propres limites de soins, et donc des fois ça demande à ce que les animaux soient sortis de l'estive pour être soignés en bas. Et enfin aussi la reconnaissance des observations et des compétences des bergers et des vachers sur les soins vétérinaires. Donc là, on a trois cas, par exemple, que ce soit en bovin ou en ovin. Si on prend par exemple le premier cas, pour les soins, pendant la garde, si j'en vois une qui boite et qu'elle a une blessure, je la marque à la bombe et après je l'attrape à la chaume. Donc là, typiquement, on est sur un beau cas de choisir le dimensionnement et de quand l'action de soin sera faite. C'est de l'opportunisme. Elle a les moyens de décider et pendant la garde et d'avoir le matériel adapté pour faire du soin opportuniste. Et donc là, elle le dimensionne pour que ça n'empiète pas trop son travail de conduite du troupeau. Voilà, mais après sur les autres cas qu'on va avoir, autant en bovin qu'en ovin, typiquement sur un système laitier dans le Béarn, donc c'est la dernière verbatim, ils vont avoir un troupeau laitier et un troupeau de brebis taries, et donc les laitiers ils peuvent choisir de faire les soins régulièrement tous les jours quand elles passent à la caisse à traire. Et à l'inverse, les troupeaux de brebis taries qui passent moins souvent par le parc de soins, là, du coup, ils peuvent vraiment organiser deux sessions de soins hebdomadaires où ils vont récupérer les soins qu'ils n'ont pas pu faire quotidiennement, contrairement au système laitier. Donc après, ces situations de travail, elles peuvent être aussi négativement vécues par les salariés ou les éleveurs en estive.
Du coup, Sophie, si on peut changer la Oui, slide, pardon. super. Merci. Et donc là, en fait, on va être dans la situation totalement inverse où au final, ben, les moyens ne permettent plus de répondre aux besoins techniques et éthiques liés aux soins. L'organisation des chantiers et leur dimensionnement n'est pas choisi, voire est imposé aux, aux bergers et aux vachers. Pareil, des moyens inadaptés ou inexistants hein, pour la prise en charge des soins, une prise en charge de la même manière insuffisante pour répondre aux besoins des salariés des éleveurs en estive, et pareil, une absence de reconnaissance ou un mépris pour les savoir-faire des bergers et des vachers sur les soins vétérinaires. Donc là, pareil, on va avoir trois cas présentés. Si on prend la première, on a une salariée qui s'est formée aux soins vétérinaires et au diagnostic et aux observations. Donc là, bon, ben, elle a identifié une épidémie probablement virale, mais elle sait que pour le diagnostic, il faut absolument prendre la température pour un peu orienter les soins, mais derrière, pour être vraiment fixé, il faudrait faire des sérologies. Euh, et donc ça, pour le coup, ben, elle le communique aux éleveurs, elle essaie de mettre en place des soins adaptés et des diagnostics, mais le problème, c'est que les éleveurs ne la suivent pas dans, elle, sa démarche de suivi et de diagnostic. Et en fait, ils mettent en place des soins qui ne fonctionnent pas, qui sont basés, comme elle dit, sur du pifomètre. Et donc, elle se retrouve le reste de la semaine ou des semaines qui suivent à conduire des bêtes qui sont malades, qui n'arrivent pas à avancer, qui se dispersent et qu'elle doit repasser en chantier de soins. Mais bon, elles auraient dû être sorties, donc elle fait ce qu'elle peut et voilà. Donc après, si vous voulez, on pourra repasser plus longuement sur ces exemples, mais ça, c'est un exemple typique d'une situation perçue négativement. Mais derrière, il va y avoir des leviers, donc comme ce qu'avait présenté Sophie, des leviers qui vont avoir si- euh, des leviers qui vont avoir plusieurs dimensions, soit des leviers qui permettent complètement de compenser la situation de travail qui va permettre qu'elle soit bien vécue par les bergers et les vachers, ou à l'inverse des situations bah, d'abandon. Enfin, le levier, si on prend le dernier cas, c'est un vacher qui devait soigner un animal, qui a essayé de faire tout ce qu'il pouvait en termes de gestes, de soins, de suivi sanitaire, même de prévenir les éleveurs, mais l'animal n'a pas été retiré. Les moyens en estive, autant humains que matériels, étaient insuffisants. Au final, il y a eu une impossibilité liée aux conditions météorologiques de retirer la bête, et au final, elle souffrait trop, il a dû l'euthanasier, ce qui est finalement une forme d'abandon. Donc au final, sur les situations, cette situation de travail, on observe une grande diversité. Donc c'est la slide suivante. Et au sein de cette problématique sanitaire, on va observer une grande diversité de situations de travail qui vont être soit liées au type de maladie, mais qui pourront aussi être liées à la ramasse, comme à l'organisation collective ou encore le suivi sanitaire et la surveillance, qui sont techniquement, par les personnes enquêtées, des choses qui sont très séparées les unes des autres. Ils arrivent à nous parler des problèmes individuels individuellement dans chaque situation qu'ils rencontraient. Et en fait, ben, les problématiques sanitaires englobent différents ordres de situations techniques. Par exemple, on pourrait y revenir plus tard. Pour la troisième situation problématique qu'on a identifiée, donc là c'est plus lié au multi-usage. Donc pareil, elle peut être perçue positivement avec ben, une considération pour l'activité pastorale, avec des contraintes aussi qui vont être limitées sur le système technique en estive. Et après, ben, vont aussi dépendre d'un bon relationnel, voire d'une coopération avec les autres usagers. Donc ça va passer par pouvoir choisir les interactions, la capacité et la possibilité aussi d'adapter le système technique, et aussi de pouvoir être consulté ou sollicité par les autres usagers pour faire cohabiter les activités ensemble. Donc là, pareil, on va avoir trois cas, mais par exemple, si on prend le premier cas de verbatim, ben, la salariée dans ce cas-là a pris une estive où elle sait que les chemins de randonnée, les pistes sont circonscrits à une zone de son estive, donc elle peut choisir de mettre les vaches
sur un secteur où elles seront pas dérangées et quand elle sait qu'elle s'approche du secteur qui va être fréquenté par les randonneurs, les VTTistes ou les chasseurs, elle va pouvoir choisir et se conditionner à accueillir ce passage-là, à adapter son système, mais elle va pouvoir tout au long de sa saison choisir d'y être ou de ne pas y être et de choisir ses interactions avec ces personnes. Donc cette situation, par exemple, était plutôt bien vécue de fréquentation de l'estive. Donc si on part dans les situations qui sont plutôt perçues négativement, Mhm. donc sur la slide suivante. Donc là, on va être pareil dans des situations inverses où en fait, il y a les bergers et les vachers trouvent qu'ils ne sont pas assez considérés sur les enjeux qu'ils rencontrent liés au multi-usage et qu'il n'y a pas une cohabitation, une co-construction de solutions pour que les systèmes, pour que les usages cohabitent et qu'ils soient cohérents avec les systèmes techniques. Donc ils vont être aussi ils vont pas avoir la possibilité de choisir leurs interactions, ils vont avoir des grosses difficultés à adapter le système technique et ils ne vont pas être spécifiquement consultés pour cohabiter avec les autres usages, pour faire cohabiter les autres usages. Euh, Typiquement, si on prend le cas du milieu, pour changer, un salarié au vin, il y a un chemin de randonnée qui traverse toute son estive. C'est le moment de la chôme des brebis. Et là, il y a un trailer qui arrive, qui court. Les brebis sont sur le chemin et plutôt que de dévier et de ralentir le rythme de course, ils décident de continuer à courir et à traverser le troupeau, à le couper, sans prendre en compte le danger lié au relief avec les falaises derrière qui auraient pu faire du dérangeement, le fait que ça dérange les brebis et donc que le berger va devoir revenir au troupeau, regrouper tout le monde, apaiser les brebis, les décaler du chemin sur une période où elles étaient en pleine rumination, donc ce qui va avoir une conséquence sur la suite de sa journée aussi en termes de conduite. Euh, donc sur les leviers d'action, toujours pareil, on a pu observer des leviers qui sont extrêmement positifs, qui vont jusqu'à la coopération, et parfois des leviers qui sont en fait finalement une situation subie. Pour la situation de coopération, qui était un bel exemple de levier d'action très positif, c'était une bonne relation avec les agents ONF, entre un vacher et les agents ONF, parce que autant le vacher que les agents ONF devaient mettre en place des enclos ou des exclos. Et donc ils ont réfléchi ensemble au matériel, à comment construire les clôtures, au type de piquet, quand les monter, quand les écraser avant l'hiver, etc. Et donc le, le vacher publicitait la bonne relation qu'il avait avec ses agents. En termes de comme pour les problématiques sanitaires, en fait, sur les questions de multi-usage, on va observer une diversité une grosse variabilité de problématiques liées au multi-usage. Mais globalement, les personnes enquêtées ont bien dissocié trois catégories. Ça va être le multi-usage lié au passage et aux activités de loisirs, comme la randonnée, le trail ou le VTT. Les activités économiques qui sont ancrées sur le territoire de l'estive, donc comme les refuges, les restaurants ou les stations de ski, qui servent de stations de sport l'été, et aussi les acteurs et les dispositifs institutionnels comme avec la DTT, l'ONF ou encore les parcs nationaux. Donc tout ça à prendre en compte et chaque catégorie qui présente ses particularités en termes de cohabitation avec les activités pastorales sur un même lieu. Donc pour les perspectives de l'étude, dans la suite de l'étude, ce qui va arriver, ça va être l'inclusion dans l'analyse de l'historique des personnes qu'on a enquêtées, de leur passé, de ce qui les a amenés au métier et de ce qui les y a maintenus avant le moment de l'enquête. Ça va être aussi la production de repères, notamment avec la production d'archétypes sur l'organisation du travail, en reprenant les situations un peu marquantes des différentes enquêtes qu'on a pu faire et la production archétype pour pouvoir mieux se représenter le travail en estive et les difficultés rencontrées. Et enfin, le gros de la suite du projet, ça va être aussi de mettre en perspective les résultats, donc les situations de travail problématiques identifiées, avec l'exposition à des risques pour la santé au travail, mais aussi mis en perspective avec le sens que les personnes enquêtées mettent le sens de l'activité pour les personnes enquêtées. Donc c'est ce triptyque, situation de travail, sens pour l'activité et risque pour la santé qui vont nous permettre derrière de mieux comprendre les difficultés rencontrées et les pistes d'amélioration, notamment via les leviers plutôt positifs qu'on a pu déjà recueillir. Enfin, pour conclure sur l'étude qu'on a réalisée,
au final, le métier de berger, bergère, vacher, vachère, c'est un métier qui est extrêmement dépendant du soutien humain, mais particulièrement de l'employeur et des éleveurs qui confient leurs troupeaux, et aussi d'une distance prise par, pour le coup, les employeurs sur le management de l'estive, de l'embauche de salariés, et aussi d'accueil d'éleveurs et de troupeaux. Derrière, on a pu identifier aussi beaucoup de situations favorables et de leviers d'action positifs avec des salariés et des éleveurs en estive qui ont su prendre en main très rapidement des situations compliquées pour retrouver du sens dans leur métier et ne pas subir des situations délétères. Enfin, euh, gros enjeu de cette étude, c'est réussir à trouver des facteurs communs parce que entre chaque estive, entre chaque système et entre chaque massif, on va rencontrer une très grande variabilité de configuration et de situation de travail, ce qui rend difficile l'émergence de facteurs communs. Donc, nous, dans l'analyse, ça va nous demander une grosse prise de recul pour réussir à les trouver. Merci pour votre attention. Et là, du coup, on va s'ouvrir aux questions et à revenir sur les différents éléments qu'on a pu présenter avec Sophie. Je sais pas si tu voulais compléter. Pas du tout va bien. Non, mais on complétera, voilà, il n'y a pas de souci s'il y a des questions il y en a déjà une, je pense, Oui, dans c'est le chat. Madame Meurot, mais on n'est pas nombreuses, donc si vous souhaitez adresser directement votre question, vous Voilà, pouvez allumer votre caméra et votre micro. c'est bien aussi. Et ensuite, on aura la parole à Madame Petit. Madame Meurot, est-ce que vous voulez? Voilà. Oui, bonjour. C'était pour Ludovic, ma question. Vous parliez de système technique Oui. dans vos précédentes slides. Qu'est-ce que vous mettez derrière? En fait, quand je parle de système technique, quand on parle de système technique, on va parler de tout ce qui va devoir être mis en place pour mener à bien une estive, globalement. C'est un peu un terme générique pour parler de tout ce que les bergers et les vachers vont mettre en place pour pouvoir mener à bien leur saison, autant sur la gestion sanitaire que sur la conduite, que sur les changements de quartier et l'utilisation des secteurs, que sur la valorisation de l'espace et répondre aux enjeux qu'ils vont rencontrer sur leurs estives pour pouvoir amener le troupeau jusqu'à la fin avec avec les objectifs fixés. Je sais pas si ça répond à la question. C'est très large. Je voulais aller plutôt sur la notion de tâche presque pour un peu mieux Ah, comprendre derrière, mais donc sur les tâches, ben ça va être donc ça dépend énormément des systèmes, des astreintes de garde, donc voilà toujours pareil hein, parce que là on parle d'estive autant bovine que ovine, laitier ou allaitant. Mais ça va être parquer ou aller à la couchette le matin, sortir les bêtes, les amener sur les parcours, choisir les secteurs en fonction de la météo, en fonction de la disponibilité de la ressource, en fonction aussi de est-ce qu'il y a ou pas des chantiers de soins qui doivent être organisés, des mobilités sur les cives qui amènent à des changements de quartier avec soi-même devoir changer de secteur et donc bouger des affaires, installer des parcs, gérer des infrastructures, par exemple les points d'eau qui sont des éléments assez cruciaux sur les estives pour fixer le mouvement des troupeaux, organiser les chantiers de salage aussi, qui fixent aussi beaucoup les troupeaux et que certains pratiquent pour la santé du troupeau. En fait, chaque situation est tellement différente que on pourrait, pour une estive, décrire le système technique, faire un standard du système technique en estive, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a énormément de variables à prendre en compte. Voilà. Donc c'est pour ça que là, c'est encore à l'état enfin, ce terme-là est plutôt utilisé pour parler globalement de la gestion d'une estive sur une saison. ok, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons donner la parole à Sandrine Petit. Merci beaucoup pour votre présentation super riche. En plus, on sent que vous avez condensé, mais il y a une grande richesse qui émane du terrain. Et merci, c'était très très intéressant. Vous avez présenté plutôt des situations positives et négatives. C'est une petite remarque. Je me dis que vous avez dû rencontrer en fait toute une gamme de situations et il y a des choses qui sont de l'ordre du gérable. Et en lisant vos verbatim, je trouvais qu'il y avait des situations extrêmes
en fait, où on passe un cap. Enfin, je sais pas si ça, voilà, c'est une remarque, si ça fait sens pour vous. Où voilà, il y a un gros stress. Là, je pensais au dernier exemple avec la dame où il y a des gens qui passent au travers de son troupeau, les brebis risquent de dérocher. Enfin, voilà, je me dis qu'il y a vraiment une gamme, puis il y a des situations, c'est extrême et du coup, ça met vraiment les gens et les animaux en grand danger. Enfin, je sais pas si ça fait sens. En tout cas, c'est ce que m'a semblé percevoir. Et puis, ma question, c'était, c'est intéressant enfin, vous avez plutôt globalisé, mais après, est-ce que vous voyez des différences entre les systèmes ovins et les systèmes bovins? Parce que je me dis, c'est peut-être des identités professionnelles un peu différentes. Je connais pas du tout entre berger et vacher et entre aussi les éleveurs bovins et ovins. C'est peut-être voilà. Est-ce qu'il y a des différences ou c'est relativement commun les situations que vous avez décrites et les différents problèmes et leviers de dépassement des situations difficiles? Merci. Alors peut-être que Sophie, tu feras compléter derrière. Je vais peut-être ramener un élément, enfin des éléments déjà. C'est oui effectivement entre bovins. Alors déjà entre laitier et allaitant, il y a des grosses différences, notamment en termes de surveillance et de prise en main du troupeau, dans le sens où en fait, comme il passe à la traite tous les jours, on va se retrouver avec une observation quotidienne, individuelle des animaux, et donc pour la question sanitaire, par exemple, une gestion beaucoup plus avec un suivi beaucoup plus important, et aussi des infrastructures, parce que il faut les quais de traite, il faut tout, donc des infrastructures plus plus poussées. Et aussi, avec le système de traite, les animaux sont habitués à avoir des circuits beaucoup plus courts sur les parcours, donc avec peut-être moins d'enjeux de garde. Après, si on compare les systèmes bovins-ovins, ce qui est sûr et ce qui est extrêmement marquant, c'est la disparition des astreintes de garde sur les systèmes bovins. Parce qu'en fait, le système bovin va beaucoup dépendre de la mise en place de clôtures soit intégrales, soit partielles, mais dans des endroits clés pour concentrer les points de fuite. Puis en fait, globalement, on va laisser des lots de vaches sur les estives qu'on va aller contrôler, qu'on va ramener, etc. Et qu'on va bouger peut-être une ou deux fois dans la saison pour changer de secteur, mais globalement, c'est de la surveillance, aller voir les lots, c'est les ramener vers les parcs de soins pour faire les soins. Ça va être vérifier que les couples mère-veau soient là et aller contrôler les points de fuite. Mais alors que la garde de brebis, on remarque des problèmes qui sont vraiment inhérents en fait que il y ait l'astreinte de garde, donc être toujours au troupeau, être en interaction par exemple avec le multi-usage quand on va garder les brebis, quand on y est avec. Et ça va être aussi du coup, en étant dans l'astreinte de la garde, c'est l'impossibilité ou un temps très limité pour gérer les autres paramètres de l'estive. Par exemple, un captage d'eau qui ne marche plus, gérer le salage, gérer le changement de parc, mettre en place un chantier de soins parce qu'au final, ça décale la journée aussi. Donc faire le soin puis après la garde, donc rentrer plus tard, et aussi beaucoup plus de perméabilité aux aléas climatiques parce que du coup il faut suivre les bêtes ou à défaut ne pas aller avec les bêtes, mais il y aura des gros chantiers de ramasse les jours suivants. Donc voilà, donc ça c'est peut-être les grosses différences, c'est qu'au final le plus emblématique on va dire que c'est l'astreinte de garde qui soit est nécessaire, soit peut être sorti via les infrastructures. Et donc en pouvant s'extraire de l'astreinte, ça permet aussi d'avoir plus d'outils soi-même pour affronter des paramètres extérieurs comme le multi-usage, comme les, euh, les, euh, des situations ponctuelles qui vont mettre en difficulté dans le métier. Voilà. Je ne sais pas si Sophie, tu veux compléter, peut-être. Non, je trouve que c'est pas si non mais ça va. Après sur les situations simplement de dire que formellement c'est ça et puis après il y a des estives qui se passent plus ou moins bien et quel que soit le système, enfin quel que soit qu'on soit en ovin ou en bovin, etc. Mais effectivement, hein, le principal du travail, tu l'as bien décrit ici. Merci beaucoup. Pauline, Oui, bonjour. Moi, c'était une question un peu. Oh bah, j'ai pas ma caméra. Voilà. Question, ah si. Un peu de curiosité, parce que du coup, Ludovic ne s'est pas présenté et je connais pas la structure LMAE. Alors, du coup, oui, effectivement, je ne me suis pas présenté. Donc, moi, j'ai été berger
quelques années. LMAE, en fait, c'est mon auto-entreprise pour faire de la consultance. Voilà, Ok. tout simplement. Sur spécifique, globalement, les questions de travail, sur les systèmes pastoraux. Et voilà. Et après, formateur aussi dans un centre de formation professionnelle pour berger vacher. Ok, merci. Ouais, je me demandais. Et du coup, les types d'employeurs, parce que vous parliez de la relation salarié-employeur-éleveur, et du coup, globalement, qui sont les employeurs dans ces estives? Alors, le cas le plus courant qu'on va retrouver, c'est que l'employeur ou l'employeuse va être aussi un éleveur ou une éleveuse du groupement pastoral. D'accord. La structure la plus courante, c'est le groupement pastoral. Après, là où on trouve des organisations un peu plus particulières, c'est qu'un groupement pastoral peut par exemple rallier une estive ovine et une estive bovine. Donc le ou la présidente n'est pas forcément éleveur ovin ou bovin. Donc si par exemple on est si on enquête un salarié qui est sur une estive ovine et qu'il a des difficultés avec son employeur, s'il faut, l'employeur a même pas son troupeau parce que c'est un éleveur bovin. Donc on va trouver déjà dans l'organisation même des groupements pastoraux une complexité humaine. Et donc généralement ce qui se passe c'est qu'on va plutôt avoir des référents pour le troupeau bovin et pour le troupeau ovin, et le président gère les questions pastorales avec les gestions d'estive avec les référents. Et donc les conflits vont plutôt avoir lieu, ou les bonnes ententes vont avoir lieu avec les référents des groupes ovins ou bovins. Après, on va retrouver des employeurs aussi qui ne sont pas forcément éleveurs ou éleveuses. Ça a été mon cas aussi dans mon passé professionnel, où en fait ça va être par exemple soit des maires ou des gens au conseil municipal qui vont prendre ce relais-là. Euh, et du coup, ça on va le retrouver sur les GP, mais on va surtout le retrouver beaucoup sur les systèmes avec des AFP. Et voilà. Ou sinon, après, des fois, les éleveurs, il n'y a qu'un employeur en fait. Il n'y a qu'un Mhm. employeur et un seul éleveur qui met le troupeau. Voilà. Ok, Donc merci. Et globalement, c'est puis soit. des directeurs de coopératives aussi. Donc toi, t'as plus eu ça, Sophie? Ouais. Enfin, j'ai eu de ça. J'ai deux cas où c'est des directeurs de coopératives et en fait, ce sont des salariés eux-mêmes qui gèrent les salariés de l'estime. Ah ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est complexe, du coup, les Ouais. relations, c'est Et hyper aussi dans les éloigné. et aussi dans les membres, enfin dans les troupeaux, donc en fonction des départements, ça se passe pas de la même manière, et des secteurs, etc. Mais il y a aussi la notion de pension sur les estives. C'est-à-dire qu'il va y avoir des membres du groupement pastoral. Donc par exemple, deux éleveurs et deux éleveuses. Ils vont être quatre, et en fait ils vont prendre deux troupeaux en plus en pension. Et donc en Ah oui. fait, dans la capacité décisionnelle de comment on fonctionne et dans l'arène de discussion au sein du GP, ceux qui mettent en pension n'ont pas le même poids que ceux qui sont Dans le groupement. dans les groupements. Et après, derrière, il y a des choses qui rentrent dans les jeux de rôle qu'ils vont avoir dans les groupements, c'est les ayants droit et ceux qui ne sont pas ayants droit, et donc avec des accès plus ou moins faciles à l'estive l'été. Mhm. Ok. Voilà. Et ce qui marque aussi beaucoup ces relations, c'est le fait que ce sont des relations à distance. Mhm. Et donc, quand l'employeur n'est pas là pour répondre aux besoins du salarié, il est réellement isolé. Alors que dans une exploitation, par exemple une ferme de lycée agricole, eh bien, le salarié, il est en proximité directe avec le directeur de l'exploitation ou l'exploitant, enfin bref, même dans une autre exploitation. Et en fait, c'est la question enfin, c'est pas de gestion des ressources humaines, hein, mais de gestion quotidienne du salarié. C'est ce qui marque la différence dans ce type d'exploitation-là par rapport à une exploitation plus classique où on a un management de proximité en réalité. Ouais, clairement. Et puis je trouve aussi que s'il y a plusieurs troupeaux, on sent bien que l'éleveur peut prendre la place de l'employeur pour la gestion de son propre, enfin de son troupeau. Voilà. Ça veut dire que C'est s'il y a ça. plusieurs troupeaux, il y a quand même plusieurs
personne à qui rendre des comptes, quoi. Donc c'est À qui très rendre des particulier, comptes, ouais. voilà. Mais comme à des clients, quoi. On peut dire, moi, je suis dans une entreprise, j'ai mon directeur et j'ai des clients qu'il faut que je satisfasse. Mm. Je dis pas que les éleveurs sont des clients, mais c'est un peu ce mode de fonctionnement. Ok, merci. On va donner la parole à Madame Seaille. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Ma question voilà, est dans la continuité de ce qui était en train d'être dit. Justement, quand il y a un conflit entre employeurs et bergers salariés, vous avez dit tout à l'heure que avoir recourir à une organisation collective, ça pouvait permettre de résoudre le conflit, mais justement, quelles sont ces organisations collectives? Est-ce qu'il y a des syndicats de bergers, des associations de défense de leurs droits? Voilà. Ludovic ou... Euh, oui, oui, du coup, oui, oui, en termes d'organisation, il y a plusieurs types de structures. Alors là, je vais parler plutôt du côté salarié. On va avoir deux formes de structures dans le milieu pastoral. C'est on va avoir les associations de bergers vachers qui représentent le métier, et là où il va y avoir une écoute, une entraide et un accompagnement sur les situations. Et après, on va avoir aussi les syndicats montés par des bergers et des vachers qui là rentrent vraiment dans la question du travail, du droit du travail et des conditions d'emploi et salariales. Voilà. Et à côté de ça, il y a des services qui ne sont pas forcément faits exprès, mais comme les services pastoraux, par exemple, qui peuvent être aussi partie prenante dans ces situations et appelés dans ces situations-là, en fait. Même si c'est pas forcément leur rôle. Et ce sont des choses aussi qui peuvent se trouver peut-être de façon, enfin, je dis pas plus facile, hein, mais quelquefois la confrontation avec un syndicat peut vite faire monter les conflits, enfin la pression auprès de l'employeur et se passer moyennement. Mais des fois, les services pastoraux, dont ce n'est pas le rôle, bah, ils se retrouvent au milieu et ils peuvent jouer un rôle aussi. D'accord, merci beaucoup. Anne-Marie. Oui, merci. Alors ouais, moi j'avais je trouvais intéressant en fait dans les différentes situations où vous voyez que il y a des issues plus ou moins positives. Et alors je me dis, ben en fait, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre quelles sont entre guillemets les configurations en fait, parce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qui à un moment, est-ce que par exemple, je sais pas, sur les relations avec les autres usagers, par exemple. Ben, est-ce que la relation aussi avec les employeurs va avoir une affaire? Qu'est-ce qui va faire en fait? C'est-à-dire la situation dans ces différents facteurs, qu'est-ce qui va favoriser ou pas une issue positive en fait? Parce qu'il y a plein de choses qui vont jouer. Il y a pas, c'est pas juste un hasard. Donc j'aurais aimé comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se jouait, comment les choses pouvaient se jouer pour que ça se passe positivement ou pas. Il y a certainement plein de leviers en fait. Donc j'ai un peu sur la fin, mais c'était bien intéressant quand même. Ben, en fait, effectivement, ça va être aussi la suite de notre travail, d'approfondir cette question-là. On était encore on est encore au milieu de nos travaux, donc on n'a pas forcément toutes les réponses de ce côté-là. Après, on a des pistes, mais c'est vrai que c'est le côté multifactoriel qui fait que multifactoriel qui est dur d'avoir une configuration type qui fonctionne. C'est une multitude de facteurs et après, ça va être aussi par rapport au rapport individuel qu'on entretient avec notre activité. Parce qu'on en a, ils veulent pas avoir de randonneurs de la saison. Et il y en a d'autres, ils accueillent des groupes scolaires et ils se régalent à avoir des enfants qui courent partout pour présenter leur métier. Et ça, c'est très variable d'une personne à l'autre. Ça va être très variable avec des gens qui adorent, pareil, si on part sur les chiens de protection, hein, qui est un gros enjeu en estive. On, on a qui adorent être avec des gros toutous et il y en a qui ne veulent pas avoir de chiens sur leur estive, qui ne supportent pas ça parce que ça dérange le troupeau, parce que ça favorise des situations de conflit avec les randonneurs. Et en fait, pour le moment, on n'a pas assez d'éléments pour refaire un peu une configuration type. Voilà. Je suis pas sûr qu'on arrive à avoir une configuration type. Par contre, une multitude de facteurs qui favorisent ou pas la Oui, situation, on en sans trouvera. avoir des configurations type, ça peut être intéressant d'avoir une compréhension de ben
ben, les issues sont plus ou moins positives en fonction peut-être d'un certain nombre de facteurs. Ça peut être déjà des choses intéressantes Ce à qui est sûr, identifier. alors ce qui est sûr, par contre, c'est quand les déjà les relations, on a observé plein de situations, et ce qui est sûr, c'est que ça se passe bien quand les relations avec les éleveurs et les éleveuses et l'employeur, Ouais. il y a de l'écoute. Voilà. Bah oui. Qu'il y a une écoute, qu'il y a un accompagnement, une considération sur les problématiques et aussi une considération sur les compétences, les savoir-faire et du coup les besoins qui en découlent pour que le travail puisse se faire. Derrière, quand il y a du multi-usage, ça va être aussi des espaces d'échange avec les autres usagers ou des responsables qui gèrent l'estive pour d'autres enjeux, que ce soit environnementaux ou autres, avec une écoute et une considération mutuelle pour partager cet espace. Je reprends ce vacher qui avait une coopération avec l'ONF, mais c'était pas que. C'était avec les gestionnaires, parce qu'ils étaient sur un endroit où c'était un grand site. C'était aussi avec l'OFB, où en fait, ils parlent des enjeux liés aux interactions avec le troupeau, mais aussi, du coup, ben, le vacher est disposé pour parler lui de ses observations, par exemple sur du tétralyre. Où est-ce qu'il a vu des zones de nidification, où est-ce qu'il a vu des... Et en fait, c'est quand il y a une collaboration, une considération mutuelle et horizontale sur ben, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment on peut cohabiter ensemble? Et en Ouais. fait, ben, généralement, les estives, c'est quand même des endroits où on a tendance à imaginer l'isolement social, l'isolement géographique et être en totale autonomie. Mais en fait, un des gros facteurs qui est ressorti quasiment instantanément, donc il y en a certes, il y en a d'autres, hein, mais c'est en fait ce, ce besoin de reconnaissance et de maîtrise lié aux autres interactions avec les personnes avec qui on travaille, soit directement, soit indirectement. Ça, c'est le gros qui est sorti. Ouais, et ça a sans doute aussi, par exemple, dans l'impact sur les situations, on parlait des situations de problématiques de santé des animaux, ça va peut-être aussi avoir un impact sur la façon, les issues positives ou négatives. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, il me semble, vouloir se dessiner en fait des facteurs quand même qui à un moment vont faire qu'on va plutôt avoir, on va pouvoir plutôt prédire une issue positive ou plutôt une issue compliquée selon tout ce contexte-là. Enfin, Ouais, c'est ça mais aussi. en fait, on a observé par exemple une estive, enfin moi il y a une estive qui m'a marqué, c'était le système très peu de brebis à gérer, une estive toute rodée, vraiment d'un point de vue technique, il y a toujours des enjeux techniques, mais elle est sur le papier, elle est incroyable, sur les conditions salariales, elle est incroyable, parce qu'un troisième mois est payé sur 2 mois pour compenser les heures de travail supplémentaires, etc. Et ben c'est une des enquêtes où les retours ont été les plus négatifs sur le travail parce que la relation avec le seul éleveur pour qui la personne gardait les bêtes était désastreuse. Et du Ouais, coup, donc là c'est pas Mais pour possible. accabler les éleveurs, mais c'est qu'en fait la seule relation humaine qu'il y avait, elle se passait très mal. Et bien ça mettait à mal tout le reste. Et à l'inverse, on tombe sur des situations où il y a énormément d'interactions, énormément d'éleveurs, énormément d'employeurs, et en fait, quand il y a une considération, ça se passe. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, ça veut pas dire qu'il y a des moments de coup dur dans la saison, ça veut pas dire qu'il y a des choses qui sont redondantes ou quoi que ce soit, mais en fait, il y a des moyens humains extérieurs qui peuvent aider à soulager une part du travail qui n'incombe plus forcément aux salariés ou aux éleveurs en estive, mais que si personne les accompagne, ils sont obligés de les prendre en main pour pouvoir bien faire leur travail. merci. Et moi, On ce va qui prendre me la toute juste, ah, pardon. non, mais c'était juste pour ajouter en une phrase. Moi, ce qui me marque, c'est qu'en fait, ben ces bergers, ils ont peu de marge de manœuvre et que si on ne prend pas compte, en fait, ce qui est externe, les leviers, ils sont pas qu'internes à l'élevage, quoi, en fait, et pas qu'interne à l'estive. Et il a finalement assez peu de marge de manœuvre si on ne prend pas en compte ben, l'écosystème autour, quoi, en fait. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille. On va laisser la parole à Madame Bernatas pour la dernière question. Vous n'avez pas ouvert votre micro. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Dans le 64, on a la bourse d'emploi des bergers des Pyrénées-Atlantiques et en fait, on met en relation, on aide la mise en relation entre employeurs et salariés. Et alors, déjà, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est super important. Nous, on prépare beaucoup, enfin, on insiste sur le fait de préparer la montée en estive.
de se rencontrer, de pas faire que par téléphone, d'aller sur place. Et les éleveurs, souvent, ils jouent le jeu et ils se rendent disponibles pour aller montrer le lieu du travail. Et voilà. Et on a travaillé cette année un guide employeur en estime qui peut très bien servir aux salariés aussi, pour savoir étape par étape tout ce qu'il faut faire quand on va recevoir un salarié. Et on a tout balayé et on a fait ça informatiquement pour pouvoir avoir accès à des liens en fait qui sont tout le temps à jour sur l'emploi, sur les conventions, sur l'ancien avenant et compagnie quoi. Voilà, les aides au gardiennage aussi et sur vos résultats d'enquête, est-ce que vous aviez eu vent d'une enquête qui avait été faite alors je crois que c'était par une licence pro dans le 65 à la demande du CFPPA qui a une formation BVT et qui ressort les mêmes critères que vous et en particulier que les salariés s'en vont des estives en premier lieu à cause du relationnel avec les employeurs quoi. Alors, oui, excusez-moi, vous aviez terminé? Oui, allez-y. Donc, du coup, sur cette enquête, sur cette licence, est-ce qu'elle est en cours ou est-ce qu'elle est déjà terminée? Ah, mais elle a eu lieu il y a 2 ans, je pense. Ah, ok, d'accord. Ouais. Alors, Oui, non, il y a 2 ans, ouais. enfin, Oui, moi, oui, personnellement, j'en ai pas eu vent, enfin, du moins, je suis pas tombé dessus, ce serait intéressant de la retrouver, effectivement. c'est ça. Après, ça, c'est sûr que c'est dans les retours qu'on a, notamment sur la partie historique, qu'on n'a pas eu encore l'occasion de traiter. C'est sûr que la question de changement d'estive est extrêmement liée aux relations, à la coopération même entre les éleveurs et l'employeur ou l'employeuse des salariés en estive, dans leur cas. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros enjeu. Après, voilà, je rejoins complètement ces observations-là et ce serait intéressant de voir les résultats de cette étude, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres aussi qui ont pu être produites. Mais par contre, j'avais une question, c'est vous, quel retour avez-vous eu des employeurs sur ce guide en estime? Alors, j'ai eu que quelques retours parce c'est la première année qu'on le diffuse. Mais en fait, ça leur a permis de s'apercevoir que des fois, les autres années, ils n'étaient pas vraiment à jour. Et Ok. de se mettre à jour sur tout ce qu'il fallait payer. Souvent, c'est de l'ordre du paiement des frais. C'est surtout les frais annexes sur le fait qu'il faut qu'il y ait des jumelles et puis qu'il faut qu'ils payent les croquettes et puis que voilà, des choses comme ça, voilà, qui leur a permis de vraiment savoir employer et être dans les clous par rapport aux salariés. Et ils ont été plutôt bien, ça a été plutôt positif le retour du coup de pouvoir t'accompagner sur ça et Ah oui, complètement, ouais. Oui, oui. Bien. ok, top. Merci pour ça. Il y a aussi un travail qui a été fait sur l'affichage obligatoire parce que voilà, toutes les obligations légales, donc on a mis en place des supports pour rappeler tout ce qui devait être affiché obligatoirement pour pas qu'il puisse y avoir de sanctions. Des formations aussi pour préparer au mieux les éleveurs et les employeurs et les salariés à préparer leurs relations de travail ensemble. Et donc ça, c'est un travail. Il y a aussi un travail d'étude et d'analyse de ce que deviennent les bergers, ce qui a pu pêcher dans les relations, comment ils sont formés aussi, le lien entre formation et emploi sur place. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant si effectivement l'étude est amenée à se poursuivre sur ces points-là. Vous avez en Pays Basque et en Béarn quand même une source d'information existante qui peut être riche à exploiter. Ok, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Merci.